Vous êtes à l'écoute de Vox Actu, l'émission 100% sport présentée par Reda Oukile. Bonsoir à tous, il est 20h30 et c'est l'heure de votre troisième numéro de Vox Actu. Au menu du jour, une spéciale sport motorisé avec pour m'accompagner tout au long de ce programme deux spécialistes de ces sports, Damien Dussard et Romain Tamburino. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. On va évoquer plusieurs points ce soir car l'actualité dans tous les sports motorisés est assez chargée. Tout d'abord les 20 ans de la mort d'Ayrton Senna, le pilote de Formule 1 brésilien mort pendant une course le 1er mai 1914 à Bologne à la suite d'un accident lors du Grand Prix de Saint-Martin, est devenu une vraie légende. On reviendra avec nos spécialistes sur sa belle carrière. Nous en profiterons pour décortiquer la saison F1, car oui, ce sport change, son univers aussi, de nouvelles voitures et l'évolution des conditions de sécurité. Grâce à nos deux spécialistes, nous allons essayer de comprendre ces évolutions parfois décriées. Et puis, vu qu'on est un peu chauvin, on va parler des Français en lice dans ce championnat Formule 1. Jules Bianchi, Romain Grosjean et Jean-Éric Vergne. On reviendra sur leur parcours et leurs performances. Les sports motorisés, ce n'est pas que la F1 et comme vous le savez, l'équipe de Vox Stadium n'oublie personne. Pour finir cette troisième édition, un point sur la saison WRC et sur la saison MotoGP. Alors, déjà 20 ans, ça passe vite. Damien, vous avez connu les courses d'Ayrton Senna, vous les avez vues. C'était un sacré pilote, non ? Oui, ce qui frappe tout d'abord chez Ayrton Senna, c'est sa capacité à être rapide, y compris et surtout sous la pluie. C'est un pilote extrêmement talentueux dès ses débuts chez Toleman en 84, puis surtout après derrière chez Lotus en 85 et 86, où il remporte dès ses premières saisons des courses de manière fort spectaculaire. Donc effectivement, c'est un pilote extrêmement impressionnant et extrêmement charismatique. Quels étaient ses vrais points forts à Ayrton Senna ? En fait, Ayrton Senna est un pilote extrêmement complet. On a effectivement le souvenir d'un pilote très rapide, puisqu'il a longtemps été le recordman des pole positions et il était quasiment imbattable à cet exercice. Mais c'était un pilote aussi très complet puisqu'il s'intéressait de manière très très fine au réglage de sa machine, tant sur la partie aérodynamique que sur la partie moteur. Donc, c'est une sacrée carrière aussi, Ayrton Senna. Il a gagné combien de fois il a été champion du monde, Ayrton Senna ? Ayrton Senna, c'est 3 titres de champion du monde, c'est 65 pole positions, 41 victoires en seulement 161 courses. Donc c'est des statistiques très impressionnantes et il aurait certainement pu aller beaucoup plus loin sans son tragique accident de Monza. Pour vous, Romain, c'est différent. Vous n'êtes pas contemporain de la légende brésilienne. Quand on vous dit le nom de Senna, ça vous évoque quoi ? Senna, c'est un grand pilote avant tout. 80 podiums, 41 victoires en 161 courses, c'est peu commun. C'est moins qu'on puisse dire. 65 pole positions. Quand on voit ces chiffres, on est très impressionné quand même. Et vous, d'un point de vue personnel, d'un point de vue de passionné, ça représente quoi, Senna ? D'un point de vue personnel, je peux comparer qu'avec mon époque. Donc Ayrton Senna, je le vois plus comme un pilote qui a tout réussi et qui malheureusement est décédé dans un tragique accident. C'est dommage parce qu'on sait qu'on aurait pu avoir un beau duel avec Schumacher sur la fin de sa carrière. Et alors Schumacher, dont on n'a pas de nouvelles ces derniers temps, hein, et qui lui aussi est dans un pas très bon, qui suite à un accident de ski se retrouve dans un état assez compliqué, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. On retourne un peu sur Ayrton Senna. Vu les circonstances de sa mort, on rappelle, il est mort pendant le Grand Prix de Saint-Marin à Bologne. C'était logique qu'il rentre dans la légende pour vous, Damien ?
Il y était déjà de toute façon et son accident tragique n'a fait que renforcer son côté mythique. Mais c'est quelqu'un qui était légendaire de, de son vivant, ce qui est assez rarissime. Est-ce qu'on peut dire que lui, déjà, à l'époque, il avait commencé un peu à apporter une touche de fraîcheur à, à ce sport, à cette discipline? Une touche de fraîcheur, je sais pas, mais il a effectivement révolutionné l'approche de la F1. Il a fait rentrer dans le monde, dans la modernité. On a longtemps eu un peu l'image des pilotes de F1, des bons vivants, des dragueurs impénitents, très rock'n'roll. Lui, c'est pas du tout sa manière d'approcher le métier. C'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement exigeant, qui ne vit que pour la Formule 1. On l'a souvent comparé à un moine soldat. C'est tout à fait ça. Il est très différent des pilotes qui l'ont précédé dans les années 70 et 80. En tout cas, c'était un grand homme, un grand sportif. Hein. Je le rappelle quand même, c'est 161 courses, 65 pole position, 80 podiums et 41 victoires. Il a été 3 fois champion du monde en 1988, 1990 et 1991. Un grand sportif qui nous a quittés il y a de cela 20 ans. On reste toujours sur la Formule 1, l'occasion de revenir brièvement sur cette saison. Une belle saison encore une fois, il s'est passé quoi de notable depuis le début de cette saison, Damien? Ce qui est notable, c'est déjà le changement total de réglementation qui a bouleversé la donne au niveau de la hiérarchie, qui était établie depuis 4 ans avec la domination de Red Bull et de Sébastien Vettel. Là, on a une nouvelle époque qui s'ouvre avec une domination Mercedes qui est extraordinairement imparable pour l'instant. Et derrière, elle est due à quoi cette domination en fait de Mercedes, plus précisément? Mercedes. Allez-y, Romain. La domination, elle est due au nouveau moteur. On le voit donc avec la hiérarchie qui s'est installée, Mercedes en tête. Derrière, on a les Force India, Williams, et il faut trouver un peu plus loin Ferrari et Renault qui sont un peu à la traîne. Donc Mercedes a su mieux s'adapter en fait que les autres écuries. Romain, Damien? La réglementation a été faite aussi en partie pour Mercedes, puisque le choix du V6 était un diktat de Mercedes. Donc derrière, ils ont mis les moyens. Mercedes a mis des moyens extrêmement importants pour développer son moteur. En plus, c'est l'une des rares écuries avec Ferrari est à la fois constructrice du châssis et du moteur, donc à bénéficier de toute l'année, de la période de développement pour pouvoir tester les deux ensemble, alors que chez Renault, manifestement, on a bénéficié de moins de moyens et on s'est un peu trompé en cours de route, quoi. Et du coup, a priori, le titre cette année sera pour un pilote Mercedes. Statistiquement, avec de tels résultats, le titre ne doit pas échapper à un pilote Mercedes. À moins d'un retournement de hiérarchie fort peu probable. Qui peut éventuellement aller chourer ce titre à Mercedes cette saison? Manifestement, ça reste du domaine du possible pour l'écurie Red Bull qui a encore le meilleur châssis du plateau. Donc si Renault revient au niveau, ce qui semble être le cas, ils vont redevenir des concurrents sérieux. Ferrari reste plus en retrait, je pense. Le moteur est manifestement raté, donc ça reste plus compliqué pour eux. Potentiellement, est-ce que ça va changer la saison prochaine ou est-ce que Mercedes va encore avoir cette domination sur les championnats du monde, ou est-ce que les autres écuries vont pouvoir s'adapter pour la saison d'après? Romain? Il faudra attendre le moteur Honda, voir qui arrive un an après, donc ils ont, je pense, le temps de s'adapter à cette nouvelle réglementation. Après, normalement, Mercedes doit conserver son avantage, étant donné que il y a eu le gel des moteurs.
Et pour vous, Romain, vous êtes d'accord avec Damien qui dit que statistiquement, le titre il est pour Mercedes cette année. Je pense que c'est quelque chose de sûr, ou alors il faudrait plein d'abandons de Rosberg et de Hamilton et beaucoup de victoires pour Vettel ou Ricciardo. Et quand on voit un championnat constructeur, il y a déjà 97 points d'avance pour Mercedes et 3 doublés. Ce qui est une très belle saison pour le constructeur Mercedes. Hein. Les nouvelles voitures aussi, on entend beaucoup parler de ça en ce moment. Hein. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclaircir un peu sur ces nouvelles voitures? Ces nouvelles voitures, c'est à la fois un changement technique au niveau de la motorisation, c'est une modification des réglementations aérodynamiques. Donc c'est beaucoup de changements par rapport à l'année 2013. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ces modifications, Damien? Au niveau du moteur, on est passé on est passé à un V6 turbo compressé, alors qu'avant on était en atmosphérique, en V8 atmosphérique. Donc on a diminué la cylindrée du moteur. Par contre, maintenant les voitures sont équipées de deux systèmes électriques, de SREC ou KERS en anglais, qui compensent, dont la puissance en fait a doublé par rapport à l'an dernier. Donc on a complètement changé de dimension technique. Et du coup, ça implique quoi pour les courses? Ça change quoi clairement pour les pilotes et même pour les résultats? Pour les pilotes, ça change tout, parce qu'en fait le fonctionnement du moteur est totalement géré par l'électronique, hein, puisque même la pédale de l'accélérateur est maintenant n'est plus connectée en direct sur l'accélérateur comme à l'ancienne, on va dire, mais est pilotée électroniquement. Donc le fonctionnement du moteur fait que le moteur récupère de l'énergie au freinage pendant les phases de pleine charge constante. Donc les pilotes ont dû réapprendre complètement le fonctionnement des F1. Du coup, il y a aussi ça implique une nouvelle formation, comme vous le disiez, pour les pilotes entre guillemets, hein, pilotes qui doivent réapprendre à servir leur véhicule. Est-ce que ça a été plus dur pour certains que pour d'autres cette réadaptation? On a l'exemple flagrant chez Red Bull, hein, puisque Vettel est manifestement à la traîne de Ricciardo, qui est pourtant pas a priori un pilote de talent extraordinaire. Manifestement, un pilote comme Vettel est pas du tout à l'aise avec la nouvelle configuration et surtout en difficulté en termes de performance. Est-ce que Vettel va se ressaisir? Est-ce que Vettel va enfin prendre en main son véhicule d'ici la fin de la saison, parce qu'il reste quand même pas mal de grands prix, hein. C'est qu'on est qu'au début, hein. Est-ce que vous pensez que Vettel va pouvoir enfin maîtriser son véhicule de nouveau? Ça semble tout à fait possible. Il a déjà fait un podium, donc Vettel c'est un grand pilote, 4 titres, donc je pense qu'il va réussir à la fin de la saison. Après, il faut voir comment Ricciardo va pouvoir le gêner. Et du coup, est-ce que moi ce que je voulais savoir, c'est aussi on parle des nouvelles voitures, on parle beaucoup des nouvelles voitures, mais il y a aussi les conditions de sécurité qui ont changé en F1. Ça implique quoi aussi tous ces changements? Parce qu'il y a aussi les changements au niveau des voitures, au niveau des moteurs, et puis aussi au niveau des conditions de sécurité. Tous ces changements ont complètement chamboulé l'univers de la Formule 1. Peut-être plus particulièrement les conditions de sécurité. Qu'est-ce que cela a impliqué? Les conditions de sécurité ont pas tant changé cette année. Là, on revient un peu sur l'accident de Senna qui a, lui, bouleversé complètement l'approche de sécurité de la F1 à l'époque, où on a enfin pris conscience que le pilote risquait sa vie et qu'il fallait le protéger. Là, cette année, on a juste renforcé la réglementation par le permis à points notamment, de façon à éviter les comportements un peu trop durs en piste qui conduisent à certains accidents. Est-ce que ça peut être une gêne pour certains pilotes, ce système de permis à points?
pense que c'est normal. On a vu beaucoup d'accidents qui peuvent être dangereux, comme on a vu dernier Grand Prix à Bahreïn, l'accident de Maldonado et Gutiérrez. Heureusement qu'il y a quand même cette histoire de permis à points pour éviter que les pilotes fassent du stock car, je dirais. Ouais. Et vous en parliez juste avant, Damien. Avant l'accident tragique d'Ayrton Senna, les conditions de sécurité en F1 étaient quasi inexistantes, ou il y en avait, mais elles n'étaient pas appliquées. On peut considérer qu'il y en avait quasiment pas. On va considérer que, à part le casque et la combinaison unifugée, le pilote était exposé totalement. Il était situé très à l'avant de la voiture, donc ça veut dire qu'en cas de choc frontal, les jambes étaient exposées en premier lieu. Ça avait un peu de pare-choc à la voiture. Le pilote était beaucoup plus haut dans la monoplace, donc effectivement était beaucoup plus exposé aussi. Et du coup, sa tête dépassait vachement. Sa tête dépassait beaucoup du cockpit, donc il était exposé notamment quand la voiture se retournait, il pouvait toucher le sol. Donc on a introduit derrière des arceaux de sécurité qui empêchent cela, et on a vu que ça fonctionnait parfaitement lors de l'accident à Bahreïn dont parlait Romain, où Gutiérrez a pu faire un tonneau et s'en sortir sans aucun dommage. Du coup, est-ce que le fait d'avoir de plus en plus de conditions de sécurité, est-ce que cela peut-il rendre la Formule 1, enfin les championnats du monde, moins, on va dire, sexy, hein? Est-ce que je pense pas qu'on puisse regretter de la mort de pilotes en piste, alors que ça n'apporte rien pour le côté spectacle. Le seul élément qu'on peut éventuellement regretter, c'est la multiplication des bas-côtés en macadam ou en simili, alors à la place des bacs à gravier qui pénalisent plus les pilotes, alors que là actuellement ils peuvent prendre plus de risques et sortir un peu n'importe comment de la piste sans que ça les pénalise, ce qui est pas forcément une bonne chose. Mais franchement, l'amélioration de la sécurité ça peut être indispensable. c'est qu'un plus, oui. Un mot peut-être, Romain, à rajouter sur les conditions de sécurité qui s'améliorent au fur et à mesure des années. Oui, on a vu avec depuis peu, il y a le système ANS sur les casques. Racontez-nous. Ça permet d'éviter le coup du lapin pour les pilotes. C'est ce qui n'est pas rien au final, hein. Ce qui n'est pas rien, parce que les risques sont assez nombreux en F1. Auparavant, le coup se tordait tout de suite, alors que maintenant, un choc frontal et il y a quasiment pas de dommages et le pilote peut sortir directement de la voiture. Après, ça reste toujours aussi un sport on va dire, de vitesse, hein, et malgré toutes ces conditions de sécurité, malheureusement, il y aura toujours des accidents. Mais en tous les cas, on constate une évolution de ces normes de sécurité qui font en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Merci à vous deux, hein, d'avoir apporté ces points de précision sur cette Formule 1 qui est en train de changer en bien, doucement mais sûrement. On va finir ce point Formule 1 en parlant des Français. Il y en a 3 cette saison en lice. Bianchi, Grosjean et Vergne. D'ailleurs, Jean-Éric Vergne, qui est le seul à avoir marqué des points cette saison, c'est particulièrement dur cette saison pour les Français, hein. C'est paradoxalement particulièrement plus dur pour Jean-Éric Vergne que pour les deux autres. Parce que Jean-Éric Vergne a certes marqué des points, mais il est talonné par son coéquipier qui débute en F1, ce qui est pas de bon augure pour lui, sachant qui va atteindre, c'est ça? Qui va oui, tout à fait. Sachant que Jean-Éric Vergne est dans sa dernière année de contrat avec Toro Rosso, et que derrière il lui faut prouver qu'il mérite un baquet dans une autre écurie, ce qui est pas évident vu ses résultats actuels. Et du coup, il y a des risques que la saison prochaine il soit plus en Formule 1. Et il y a s'il continue comme ça, il y a forte chance qu'on ne le retrouve pas l'an prochain. Oui. On parlait aussi de Grosjean et de Bianchi, ils ont toujours pas marqué de points, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour Bianchi, c'est pas inquiétant étant donné les faibles performances de la Marussia depuis le début. Après, pour Grosjean, c'est inquiétant sur les 4 premières courses. Faudra voir le Grand Prix de ce week-end
en Espagne. Il y a eu une bonne qualif prometteuse en Chine où il a réussi à rentrer en Q3, 9e sur la grille de départ. Donc ça semble s'améliorer, il faudra voir. Quelle perspective pour nos 3 Français d'ici la fin de saison? Il reste beaucoup de Grands Prix, hein, je le disais tout à l'heure, il reste encore pas mal de Grands Prix. On en est qu'au début de la saison et on a eu que 4 pour le moment. Est-ce que on peut espérer mieux de la part des Français en lice? Les objectifs sont très différents pour les deux pilotes. Romain Grosjean, lui, doit espérer mieux et profiter de l'amélioration de sa Lotus pour rentrer dans les points et revenir au niveau entrevu l'an dernier. Jules Bianchi, l'objectif est toujours de devancer les Caterham, éventuellement d'aller chercher peut-être les Sauber si ça ne s'améliorera pas chez l'équipe suisse. Mais leurs objectifs sont très différents. Est-ce que personnellement vous y croyez? Est-ce que vous pensez que Grosjean ou que Bianchi peuvent atteindre leur objectif d'ici la fin de cette saison? Bianchi c'est faisable, mais faut espérer un cataclysme pour marquer un point. Après Grosjean, la voiture semble s'améliorer. S'il n'y a pas d'abandon, les 10 premières places sont atteignables d'ici l'Espagne, je pense. Vous pensez vraiment que d'ici l'Espagne, Grosjean pourra atteindre la 10e place? Oui. Normalement, Renault va venir avec une nouvelle évolution, nouvelle amélioration, notamment de ses logiciels et de son électronique à Barcelone. Donc, ça ne pourra qu'améliorer la performance de la Lotus et des autres monoplaces motorisées par Renault, dont celle des Jean-Éric Vergne. Et logiquement, il devrait revenir dans les 10 premiers sans trop de difficultés si la fiabilité suit. Très bien. Alors pour vous, Damien, c'est qui votre favori parmi les Français et puis même parmi tous les pilotes en lice cette saison? C'est qui votre favori pour le grand titre cette saison, Romain? Damien, pardon. Le grand favori au jour d'aujourd'hui, c'est clairement Hamilton. Hein. Il a pris, même si Rosberg est encore devant au classement, Hamilton a pris l'ascendant. Donc c'est clairement le grand favori de la saison. Et pour vous, Romain, idem? Personnellement, je préférais Rosberg, mais Hamilton semble beaucoup mieux parti. Après, il faudra voir à Monaco où Rosberg est très performant là-bas. Monaco qui sera juste après le Grand Prix d'Espagne. Ouais. Mais Hamilton semble en très bonne position pour remporter le championnat. Très bien, merci à vous deux pour ce point Formule 1. On reste toujours sur les sports moteurs, mais on va parler maintenant un peu de la saison MotoGP. Qu'est-ce qu'on peut en retenir pour le moment de cette saison, Damien? On peut en retenir que Marc Marquez écrase la concurrence et qu'il est bien parti pour se succéder à lui-même. À part un accident et une blessure de longue durée, rien ne semble devoir l'empêcher de gagner un second titre d'affilée. Et donc Lorenzo, pour vous, ne devrait a priori pas le rattraper. Lorenzo a déjà quasiment 2 grands prix de retard sur lui, donc ça fait beaucoup. La Honda semble mieux née que la Yamaha. Marquez semble plus rapide que tout le monde. Ça fait beaucoup pour remonter la pente. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, Romain? Si l'année dernière la victoire au championnat de Marquez était une surprise, aujourd'hui on n'attendait que lui. On l'a pas vu aux essais libres, aux essais privés en début d'année à cause d'une blessure, mais il les a dominés. Il a dominé le premier Grand Prix. Donc Marquez normalement s'imposera. Après Pedrosa, oui, je suis complètement d'accord. Et pour le podium final, Lorenzo Rossi pour suivre Marquez ou Pedrosa va repasser devant Rossi? Pedrosa là est deuxième au championnat avec 72 points. Après derrière, ça sera une bataille entre Rossi et Lorenzo.
Lorenzo a un peu de mal en début de saison à cause des pneus pour la catégorie des Yamaha et Honda. Donc je pense que Lorenzo s'adaptera jusqu'à la fin de saison. Et du coup, ce sera une victoire complète pour Honda, qui si ça continue ainsi, avec Marquez et Pedrosa en tête, ce sera une belle saison pour Honda au final. C'est fort probable, oui. Maintenant, c'est difficile de préjuger de l'évolution des deux motos, mais logiquement, Honda devrait s'arroger de première place au classement. C'était prévisible, ces belles performances de Marquez et de Pedrosa? C'était prévisible. De toute façon, on savait qu'ils étaient rapides l'an dernier. Il y avait fort peu de chances que ce soit différent cette année. Ils étaient relativement bien placés aux essais hivernaux, enfin, hormis Marquez qui était absent pour blessure, mais Pedrosa était rapide. Donc c'était un petit peu prévisible. Ce qui est témoin, c'était le mauvais début de saison de Lorenzo, qui s'est complètement raté sur les deux premières courses et qui a plombé sa saison immédiatement. Vous pensez vraiment que c'est ces deux courses qui ont vraiment plombé sa saison à Lorenzo? Pas d'autres facteurs peut-être qui pourraient être remis en cause? Non, je pense qu'ils se sont rendus compte que la moto était légèrement inférieure, donc il a tenté de repousser les limites, et ça n'a pas payé puisque au Qatar il est tombé, il a volé le départ à la course suivante, donc il s'est retrouvé très loin. Il est en difficulté, c'est clair. Très bien, merci à vous deux pour ce point sur le championnat, sur la saison MotoGP. On va finir cette troisième édition de Vox Actu avec un petit point sur la saison WRC, et le Français Sébastien Ogier est actuellement premier, et il est bien parti pour remporter le titre encore une fois. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de sa saison, Damien? On est dans une configuration très très habituelle en rallye ces dernières années, puisque il domine comme l'an dernier, de la tête et des épaules ses concurrents. On remet un petit accro en début de saison dans un rallye où il est sorti, ce qui lui a coûté des bons points. Il a été impérial, il domine facilement tout le monde, y compris son coéquipier Latvala. Donc il est encore parti pour gagner un titre sans grande contestation. Ouais, quand on regarde le classement, d'ailleurs, c'est même un peu inquiétant pour les concurrents adverses. Quand on regarde Latvala, Osberg qui ferme le podium, ils sont loin derrière. Je le rappelle, Sébastien Ogier à 91 points, Jari-Matti Latvala à 62 et Mats Osberg 48. C'est limite plié en fait. On peut penser que c'est plié. Il a la meilleure voiture, il est le plus rapide et il est le plus régulier. Donc c'est copie conforme des années Loeb, sauf que là c'est une Polo au lieu d'une DS3, mais on est dans les mêmes temps de passage, on va dire, en termes de points et en termes de victoires. Romain, qu'est-ce que vous pensez de la saison de Sébastien Ogier? Sébastien Ogier ne surprend pas, on l'attendait à ce niveau-là. Hormis l'accro en Suède, comme disait Damien, il semble bien parti pour gagner le plus de rallyes possible. Au pire, s'il y a un accro, derrière il y a Latvala, son coéquipier, pour rafler la mise. Et derrière, il y a Mikkelsen, le Norvégien, qui est 4e au championnat pour la grande surprise. Juste derrière Osberg. Donc il y a eu les années Citroën, maintenant c'est les années Volkswagen pour une bonne partie, pour beaucoup d'années je pense. Et avec un Français en tête, ça fait toujours plaisir. Et ben c'est la fin, ça y est, de cette troisième édition de Vox Actu. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce troisième numéro. Merci à Damien Dussard et Romain Tamburino, bien évidemment, de m'avoir accompagné tout au long de ces 30 minutes.
Vous étiez près de 200 à nous suivre lors des 2 premiers numéros. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine édition de Vox Actu. Plus d'informations sur notre site internet www.voxstadium.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Bonne soirée. Washes up to shore.